Lorsque vous imaginez les forces aériennes les plus redoutables du monde, vous pensez aux endroits évidents. L'US Air Force, les forces aériennes combinées de l'OTAN, composées d'escadrons de chasseurs de 5e génération, de budgets d'acquisition de plusieurs milliards de dollars et de décennies de doctrines soigneusement élaborées. Mais au cours des 4 dernières années, quelque chose a pris forme dans le ciel au-dessus de l'Ukraine qui n'entre dans aucune de ces catégories. En termes simples, le nombre brut de personnes pilotant des drones de combat chaque jour a discrètement atteint une échelle que peu d'armées dans le monde peuvent égaler. L'Ukraine a constitué une force aérienne de combat, à une échelle que même l'OTAN, avec tout son argent et toute son expérience institutionnelle, n'a jamais tenté. L'histoire de sa construction révèle presque tout sur la façon dont cette guerre est menée aujourd'hui. Commençons par les chiffres, car ils sont vraiment difficiles à croire. Selon les déclarations officielles des forces armées ukrainiennes, environ 80 000 militaires participent désormais aux opérations de drones sous une forme ou une autre. Le nombre précis de pilotes formés est classifié et non publié par l'Ukraine, pour de très bonnes raisons que vous découvrirez. Mais les opérateurs de première ligne et les commandants d'unités estiment qu'entre 25 000 et 40 000 de ces soldats sont des pilotes de drones de combat actifs. Ce sont des hommes et des femmes qui pilotent des aéronefs robotiques contre les forces russes dans toutes les branches de l'armée. Ce sont aussi des estimations des pilotes, pas un ordre de bataille officiel. Le chiffre réel reste caché derrière un secret opérationnel. Mais même l'estimation la plus basse de cette fourchette est extraordinaire. Pour comprendre pourquoi, il faut la comparer à une force aérienne traditionnelle. Prenez l'armée de l'air italienne et comptez tout le monde. Les pilotes, les mécaniciens, les météorologues, les cuisiniers, les généraux et tous leurs officiers d'état-major. Le chiffre officiel se situe entre 35 000 et 43 000 personnes. Bien sûr, seuls environ 1500 sont de véritables pilotes. Les États-Unis, de leur côté, stationnent environ 30 000 à 35 000 aviateurs dans toute l'Europe, et seulement 2 000 à 3 000 d'entre eux volent réellement. Maintenant, faisons le calcul plus important, en additionnant tous les pilotes de l'OTAN en dehors de l'Amérique du Nord. Chaque pilote de chasse, de transport, de ravitailleur, et chaque équipage d'hélicoptères de tous les États membres européens, représentés sur la carte, totalise environ 15 000 aviateurs. C'est l'ensemble des pilotes de la branche aérienne européenne de l'OTAN. D'après les estimations les plus basses, les pilotes de drones de combat ukrainiens sont déjà plus nombreux. Selon les estimations maximales, c'est plus du double. Cette comparaison invite à repenser ce que l'Ukraine a vraiment construit. Ce n'est pas juste un programme de drones, mais en pratique, la plus grande force d'aviation de combat du monde occidental, créée presque de zéro en pleine guerre. Au sein de cette force, se trouve un corps d'élite appelé les Forces des systèmes sans pilote d'Ukraine, ou SBS, selon l'abréviation ukrainienne. Il s'agit d'une branche militaire dédiée qui n'existait même pas en tant que telle il y a quelques années, et qui, en 2026, compte environ 15 000 membres à elle seule. Mais le SBS n'est que la partie la plus visible et la plus professionnalisée de l'ensemble. Au-delà de cela, des unités de drones dédiées opèrent désormais au sein de plus d'une centaine de brigades de manœuvre et près de 500 bataillons et régiments distincts. C'est le point clé que le chiffre principal peut masquer. Les drones ne sont pas une capacité spécialisée ajoutée à l'armée ukrainienne. Ils sont désormais le principal mode de combat de l'armée, et ce n'est pas exagéré. Réfléchissez à ce dont ces pilotes sont vraiment responsables sur le champ de bataille. Début mai 2026, des responsables ukrainiens et des analystes indépendants ont estimé que les drones étaient responsables de 70 à 90% de toutes les pertes russes. L'Institut polonais de recherche OSW était parvenu à une conclusion similaire dès octobre 2025, attribuant environ 70 à 80% des pertes russes et près de 85% du matériel de première ligne détruit au système sans pilote. Bien sûr, personne ne peut vérifier en temps réel ce qui se passe sur le champ de bataille, et les sources ukrainiennes ont tout intérêt à mettre en avant leur succès. Mais les analystes de plusieurs institutions arrivent toujours à des chiffres similaires, ce qui en dit long. Le côté ukrainien a même avancé des chiffres précis. Mikhailo Fedorov, le ministre de la Transformation numérique et le responsable officiel de l'effort en matière de drones, a déclaré que les drones d'attaque et de bombardement ukrainiens avaient effectué près de 820 000 frappes confirmées au cours de l'année 2025. Toutes ces frappes ont été confirmées par des vidéos de drones. Selon ce calcul, plus de 80% de toutes les cibles russes détruites cette année-là l'ont été par des drones, dont l'immense majorité étaient fabriqués localement.
Le commandant du SBS a affirmé que le système de suivi de l'Ukraine avait enregistré plus de 156 000 soldats russes, tués ou blessés, uniquement par des drones, au cours des 5 mois, entre décembre 2025 et avril 2026. Même si les chiffres sont quelque peu exagérés, l'ampleur qu'ils décrivent correspond à ce que constatent les observateurs extérieurs et à la stagnation de la ligne de front en raison de l'absence d'avancée russe tout au long de 2025. L'effet cumulatif ici a en réalité physiquement remodelé le champ de bataille. Décrire la guerre en Ukraine comme une guerre de machines n'est pas malhonnête, le front étant désormais tenu par de petites équipes de drones, plutôt que par une infanterie de masse. Des données internes ukrainiennes ont révélé que les drones représentaient environ 69% des frappes contre les troupes russes et 75% des frappes contre les véhicules et équipements dès 2024, et cette part n'a fait qu'augmenter depuis. La zone de destruction par drone s'étend jusqu'à 20 km derrière la ligne de front, entravant la logistique russe, obligeant les convois à se disperser et rendant l'acheminement de nourriture et de munitions en première ligne une épreuve quotidienne. Les commandants ukrainiens tiennent de longs segments du front avec moins de soldats grâce aux drones qui augmentent leur portée et capacité opérationnelle. Tout cela serait impossible sans la base industrielle que l'Ukraine a créée de zéro. Début 2026. Le vice-ministre ukrainien de la Défense, Serhiy Boyev, a déclaré qu'il était convaincu que le pays avait la capacité de produire plus de 7 millions de drones FPV cette année-là. C'est presque 4 fois plus que ce qui a été produit en 2024. L'ensemble de l'industrie compte plus de 160 entreprises qui fabriquent des drones FPV localement. C'est tout le contraire de la façon dont l'Ukraine a commencé début 2022 en important des drones bon marché de Chine et en les équipant de grenades et de mines de fortune. Donc, non seulement l'Ukraine dispose de personnes capables de piloter des drones, mais elle possède aussi différents modèles de drones qui lui sont propres et qui sont spécialement conçus pour la situation sur le terrain. Le mieux, c'est que les drones ne sont même pas limités à la ligne de front. La même base industrielle produit des drones d'attaque à longue portée qui ont atteint des cibles à plus de 1500 km à l'intérieur de la Russie. Depuis plusieurs mois, l'Ukraine frappe des raffineries de pétrole, des dépôts de munitions et des bases aériennes militaires à des distances que les gouvernements occidentaux hésitaient auparavant à autoriser avec les armes qu'ils avaient eux-mêmes fournies. En 2024, il y a eu un débat qui a duré plusieurs mois sur l'utilisation des attaques MS qui ont une portée de quelques centaines de kilomètres. En 2026, l'Ukraine atteint régulièrement 600 km et certains des modèles les plus ambitieux, comme le Firepoint FP-5, techniquement un missile de croisière, ont une portée de 3000 km. Les dirigeants ukrainiens appellent cela la campagne de sanctions à longue portée, visant à affaiblir l'infrastructure soutenant la machine de guerre russe. Ainsi, la force aérienne que nous décrivons opère sur toute la profondeur du conflit en même temps. Des drones FPV tuant à quelques kilomètres des tranchées, des intercepteurs protégeant les villes à l'arrière, et des drones d'attaque longue portée frappant l'intérieur de la Russie. Alors, comment un pays qui importait des quadricoptères de loisirs il y a 4 ans en est-il arrivé là ? Si l'on remonte à 2014, lors de la première incursion russe dans le Donbass, les tout premiers pilotes de drones ukrainiens étaient des semi-amateurs. Ils ont appris les tactiques seuls, acheté des appareils commerciaux avec leurs fonds ou des dons, et improvisé la reconnaissance lors des années de faibles combats à l'Est. Lors de l'invasion massive de février 2022, ces connaissances improvisées ont été rapidement déployées à l'échelle de l'armée, d'abord pour la reconnaissance, alors que les unités cherchaient à placer des yeux dans le ciel partout en Ukraine. Ce qui était d'abord une capacité de niche est vite devenu une caractéristique clé de la guerre. Face à une armée russe, toujours supérieure en puissance de feu conventionnelle, l'Ukraine a dû trouver une solution économique, abondante et létale pour combler l'écart, les drones d'attaque. Pour le dire de la manière la plus directe possible, les drones sont devenus la nouvelle artillerie, et la pénurie d'obus n'a fait que renforcer davantage le besoin de plus de drones. Cela a créé un cercle vertueux. Chaque mission de drone réussie était saluée et finançait les suivantes. En 2026, l'Ukraine possédait l'un des programmes de formation d'opérateurs de drones les plus solides au monde. Des civils signaient soudainement des contrats, et les soldats en service qui changeaient de spécialisation devaient suivre une formation de vol certifiée avant d'être déployés. Le pays dispose d'un réseau d'académies de pilotage qui transforme des novices en opérateurs compétents, en 1 ou 2 mois environ. L'essentiel est qu'elles comprennent plusieurs niveaux, tels que des écoles dirigées par des unités de combat, des entreprises lucratives et des programmes financés directement par les fabricants de drones.
La Russie traque activement ses installations pour éliminer instructeurs et stagiaires, dont leur emplacement et nombre restent strictement secrets. La nature distribuée réduit fortement le risque qu'une frappe chanceuse détruise une grande partie des capacités de formation de l'Ukraine. Certaines de ces écoles ont montré leur intérieur. Il existe un centre de formation spécial, ou CST, basé dans la région de Zaporijia, fondé à la mi-2024 par un groupe de bénévoles dont le directeur avait auparavant passé 14 mois à commander une unité de frappe de drone en première ligne. Il fonctionne sur la base du recouvrement des coûts, en formant de nouvelles recrues, des vétérans et des opérateurs actifs. En 2026, il se concentrera sur l'exploitation de drones intercepteurs, prochaine grande catégorie pouvant mener la défense ukrainienne. Le fabricant Skyfall a fait de la formation au pilotage un service additionnel à son matériel. Un représentant de l'entreprise a déclaré au Kyiv Post qu'entre 2023 et 2026, les écoles de pilotage de Skyfall ont formé plus de 20 000 opérateurs, l'ensemble de l'effort étant entièrement financé par l'entreprise. Les unités de première ligne gèrent aussi leur propre filière. Dans la 4e brigade lourde récemment déployée dans le secteur brutal de Konstantinovka-Druchkivka, réussir l'école de base n'est qu'un début. Les diplômés deviennent pilotes juniors dans une petite section de drones et passent leurs premiers mois sous supervision de vétérans avant de pouvoir effectuer des missions seuls. Le 239e centre militaire de formation des unités offre quant à lui un aperçu de la structure que tout cela a prise. Il maintient un ratio d'un instructeur pour environ 10 élèves, et ses cours sont adaptés à des aéronefs spécifiques. Par exemple, la qualification sur un quadricoptère. Mavic, de fabrication chinoise basique, prend 39 jours, celle sur un drone bombardier lourd. Vampire prend de 40 à 45 jours, et une qualification complète en vue à la première personne pour le combat prend près de 2 mois. Ce sont de véritables cours orientés vers le combat. L'opérateur utilise une manette de jeu et une chaise au lieu d'un fusil. La courte durée de formation et le nombre élevé de stagiaires s'expliquent par le besoin d'efficacité de l'Ukraine. Avant d'y accéder, abonnez-vous à The Military Show. Nous relayons l'actualité pour vous tenir informé de la géopolitique mondiale. L'Ukraine souhaite former plus d'opérateurs de drones que tout autre pays en raison de la pression interne pour remplacer la main-d'œuvre par des drones. L'armée classe fréquemment les opérateurs de drones comme les rôles militaires les plus recherchés, et le vivier est vaste, bien au-delà du stéréotype du jeune joueur. Les femmes sont de plus en plus nombreuses parmi les stagiaires pilotes de drones, et lors d'une compétition en 2026 dans l'ouest du pays, les pilotes interrogés avaient entre 20 et 50 ans. Ces pilotes affirment que leur union repose sur la discipline, l'esprit d'équipe et l'adaptation constante, non sur les réflexes ou l'expérience de jeux vidéo. Et il y a l'aspect le plus proche d'un avantage technologique, les simulateurs. La formation des pilotes de drones ukrainiens s'appuie beaucoup sur des logiciels avancés, et l'exemple le plus marquant est un programme appelé FPV Battleground, développé par une petite équipe d'une entreprise ukrainienne appelée Bazoo, pour environ 50 000 $. Pour comprendre pourquoi c'est remarquable, considérez les alternatives. L'armée s'entraînait auparavant sur un simulateur bien plus simple, qui exécutait des missions de base dans un petit espace virtuel de 2 km. La Russie, de son côté, a sorti un jeu FPV de style arcade sur Steam en 2024. Bazoo a pris la direction opposée, en recherchant un réalisme extrême. FPV Battleground offre aux stagiaires un immense terrain de jeu de 40 par 40 km, avec un modèle de physique de vol qui simule le vent réel, la dérive, le couple variable des rotors et les changements de météo. Notamment, le simulateur reproduit exactement le moment redouté par un pilote. La perte de la vidéo et du signal si le drone FPV entre dans le rayon d'un brouilleur russe pendant les dernières secondes d'une attaque, lorsque l'opérateur est aveugle et que le drone est livré à lui-même. L'Ukraine prépare ses pilotes à cette situation sur simulateur avant qu'ils ne la vivent en réel. Le programme est désormais plus qu'une simple formation. Avant les assauts, les états-majors créent des modèles numériques précis de leurs cibles dans le simulateur, puis testent des frappes pour optimiser le soutien des drones à l'attaque. Le simulateur permet de rejouer précisément la bataille avant qu'elle n'ait lieu. Nous devons revenir sur une catégorie de drones qui a transformé la défense aérienne ukrainienne, les drones intercepteurs. Ce sont de petits quadricoptères rapides conçus spécialement pour poursuivre et percuter en vol les drones d'attaque russes. Le concept a émergé en 2024 comme clé de la défense de l'Ukraine face aux attaques nocturnes de Shahid de la Russie. Selon certaines estimations, en mai 2026,
la Russie a lancé 8160 drones, Shahid contre l'Ukraine, et certaines attaques impliquaient jusqu'à 800 drones en une seule fois. À la fin du mois de mai 2026, les intercepteurs représentaient environ 30% de toutes les menaces aériennes russes abattues, ce qui signifie qu'une destruction sur 3 n'a pas été réalisée par un missile, mais par un autre drone. Tout l'enjeu ici, c'est l'économie. Un drone intercepteur coûtant quelques milliers de dollars est utilisé pour détruire des menaces qui exigeraient autrement un missile solaire coûtant des centaines de fois plus cher. Mais les pilotes de drones doivent souvent s'asseoir près du front et surveiller le ciel, ce qui en fait une cible. Et ici, la réponse du fabricant ukrainien a été de retirer complètement le pilote de la zone de danger. Selon Skyfall, l'entreprise a mis au point un moyen permettant aux pilotes d'intercepteurs d'opérer à des centaines, voire des milliers de miles, de la ligne de front grâce à l'internet par satellite. Dans certains cas, l'installation peut même être réalisée sur un autre continent. Wild Hornets, le fabricant de l'intercepteur Sting, a conçu un système comparable appelé Hornet Vision Control. Les records établis avec cette technologie frôlent le surréalisme. Wild Hornets affirme qu'un opérateur peut contrôler avec précision un drone à une distance de 2000 km. Bien sûr, ce sont les affirmations des fabricants dans leurs propres vidéos. Ce chiffre pourrait donc être surestimé dans des conditions idéales. Quoi qu'il en soit, la logique reste solide. Si vos personnels les plus précieux n'ont jamais à approcher physiquement leur cible, vous avez résolu un problème de survie auquel les autres armées font face. Ce qui fait finalement fonctionner tout le système, c'est son pragmatisme. Une boucle de rétroaction quasi continue relie les pilotes en mission, les écoles de formation et les entreprises qui construisent les avions. Une tactique efficace sur le front hier peut être intégrée au programme en quelques jours. Une contre-mesure russe, repérée le matin, peut modifier l'entraînement de l'après-midi. L'instruction s'adapte chaque semaine aux conditions réelles, quelque chose que nous avons déjà vu avec la plateforme d'acquisition de drones et la gamification des équipes d'opérateurs de drones. Alors, prenons un peu de recul. L'OTAN a des budgets bien supérieurs à ceux envisageables pour l'Ukraine. Elle dispose de chasseurs furtifs, du ravitaillement en vol, de satellites, de systèmes d'alerte avancés et de doctrines sur la puissance aérienne. Dans presque toutes les catégories, l'Alliance est largement en tête. Alors, qu'a donc construit l'Ukraine, que l'OTAN n'a pas pu faire? La réponse, c'est que l'Ukraine a dû construire tout le système à partir de zéro. L'OTAN n'a jamais eu à créer une force aérienne de combat de masse à partir de simples civils en quelques mois. Elle n'a jamais dirigé d'école dont les programmes sont réécrits chaque semaine selon les retours directs des pilotes en mission le jour même. Elle n'a jamais déployé une défense aérienne distribuée et téléopérée à cette échelle, née de la simple nécessité de garder ses opérateurs en vie. L'OTAN ne les a pas construites car elle n'y a jamais été forcée. L'Ukraine si. L'ironie c'est que maintenant, le transfert d'expertise se fait dans l'autre sens. Les fabricants de drones ukrainiens diffusent leur expérience en Europe, tandis que l'OTAN accélère la mise en place d'un système anti-drone multicouche sur son flanc est. Le Danemark est devenu le premier pays à financer la production d'armes ukrainiennes en 2024, et après un accord de défense en juillet 2025. L'Ukraine a lancé sa première ligne de production conjointe de drones au Danemark en septembre 2025. L'Allemagne a suivi le mouvement en lançant un programme pour fabriquer exactement les mêmes modèles de drones ukrainiens. Des situations similaires ont eu lieu au Royaume-Uni, en Roumanie et en France, chacun fabriquant des drones ukrainiens ou lançant des projets de coopération. Même l'Union européenne dans son ensemble a mis en place une alliance dans le domaine des drones avec l'Ukraine, pour renforcer les échanges et permettre à toute entreprise de ces pays de postuler et de rejoindre le programme. Et au cœur de tout cela, il y a un facteur unique qu'il est pratiquement impossible de reproduire ailleurs dans le monde, l'expérience du terrain. L'Ukraine a accumulé des millions d'heures de vol de drones, tous employés pour défendre le pays contre un envahisseur bien plus grand. Et grâce à cela, l'Ukraine a réussi à s'imposer comme une superpuissance mondiale potentielle, du moins en ce qui concerne le combat par drone. Et la Russie en paie le prix, avec ses forces, son économie et même son système politique qui s'effondre en temps réel. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus d'actualités sur la géopolitique mondiale.